devoir, vous n'êtes pas obligé de commencer maintenant, mais comme ça, vous avez déjà les infos et vous pourrez commencer à le faire tranquillou bilou. Donc, l'objectif de ce devoir, c'est d'apprendre à faire des point forecast. Donc, en fait, c'est exactement ce que vous allez voir dans le cours. Donc, apprendre à faire des point forecast. Et pour le cours d'après, on verra les probabilistic forecast. Et du coup, vous ferez aussi dans ce devoir des probabilistic forecast. Sous forme de quantile uniquement. Et vous allez apprendre aussi à faire la vérification de ces point forecast et de ces probabilistic forecast. Donc, c'est très simple. Vous apprenez à faire des forecasts et à comment s'assurer qu'elles sont de bonne qualité. En termes de quality, pas en termes de value, en termes de quality. Et les termes de quality, c'est quoi? C'est avec des métriques. Donc, c'est exactement ce que je vous ai montré dans le cours. Et donc, au prochain cours, on fera ce que j'ai fait aujourd'hui, mais pour les probabilistic forecasts. Et comme ça, vous aurez le tableau entier pour faire le devoir. Là, en théorie, vous pouvez déjà commencer le devoir sur la partie point forecast. Le devoir est coupé en deux, point forecast et probabilistic forecast. Le case study, c'est les PV sur les parkings ici. Donc, c'est avec ces datas-là. Ça, c'est une courbe qui montre en fait rapidement la prod de ces parkings. Alors, je l'ai normalisé en fonction, c'est-à-dire que j'ai divisé la prod du parking par la capacité installée. C'est-à-dire qu'on prend la capacité PV max en kilowatts crête, qui est de 466,4, et j'ai divisé la production réalisée par 466,4, et donc c'est des pourcents. Et donc là, c'est la prod au cours d'une année, je sais pas si c'était en 2019 ou 2018. Voilà. Donc c'est quand même rare que ça dépasse ces 30%. Oui, c'est une base surjournalière. En fait, c'est un capacity factor. Et en fait, en Belgique, le capacity factor, c'est-à-dire ce qu'on peut produire en termes d'énergie sur une année, en général, on dit c'est l'ordre de 10%. Et en fait, c'est plus ou moins là, ce qu'on regarde, si on faisait une moyenne. On voit bien que on retrouve le capacity factor classique d'un truc en Belgique. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, quand même, c'est un peu plus en été qu'on monte sur les capacity factors par jour. Donc, on a les capacity factors de 20, 30%, quoi. On ne sera jamais à 100%, c'est impossible, puisque avec la nuit, déjà. Mais pour autant, voilà. Bon, là j'ai pas l'hiver, en fait. C'est-à-dire que le jeu de données, en fait, il commence, par exemple, en 2010, il doit commencer en avril, il se termine en septembre-octobre. C'est pas une année de janvier à janvier. C'est quasiment une année complète, mais plutôt sur la partie printemps, été, automne. Quoi. Mais c'est pas grave, ça change rien au jeu de données, enfin l'assignment. Donc ça, c'est les instructions. Donc, je vous montre après le fichier Python. Mais là, on passe d'abord sur les consignes. Il y a un dossier Python, vous pourrez le télécharger et vous allez runner le code avec Python. Il y aura une fonction pour faire un code de la génération observation. Je vous conseille de voir un peu, c'est la courbe d'avant. Et pareil sur les prédicteurs. Donc, on va utiliser des prévisions météo. Donc, l'irradiance solaire et la température de l'air. Et en fait, vous verrez, il y a un fichier Python qui s'appelle data_inspection.py. En le runant, ce fichier-là, ça va vous faire des plots. C'est déjà fait pour vous, mais je vous le conseille, c'est pour voir un peu l'idée des données. Alors, concernant les questions. Donc, il y aura des questions sur les point forecast. Vous avez une série de questions sur les point forecast. La première question, c'est d'implémenter ce qu'on appelle un persistent model, c'est-à-dire que c'est un modèle naïf. C'est vraiment une baseline. Et le modèle naïf le plus simple qu'on puisse faire, simplement, c'est de dire la prod d'une main, c'est égal à celle de la veille. C'est tout con. Hein. Donc, que ce soit la conso ou la prod, et ça, c'est un truc qui est utilisé dans plein d'industries. On ne se prend pas la tête, on fait un modèle vraiment naïf, c'est hyper robuste, et parfois, ça marche très bien. Donc, il y a un premier fichier Python qui s'appelle comme ça, et en fait, dans le to-do, ça veut dire que ça vous bidouiller dedans, et vous allez devoir implémenter là-dedans ce modèle persistant, et ce sera D-1 égale D, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la prévision de production doit être égale le lendemain à la veille, heure par heure. Donc, c'est à vous de voir comment vous faites ça d'un point de vue code. Deuxième question, ce sera d'implémenter un modèle de régression linéaire en utilisant une librairie de Scikit-Learn dans ce fichier-là, multiple linear regression point. Vous implémenterez un modèle de régression linéaire et ça va vous faire des prédictions PV sur base de ce modèle. Ensuite, il y a la même chose avec un gradient boosting régressor, c'est la même truc. Donc, de la même librairie, il y a une fonction, une classe qui permet d'implémenter ce modèle de cette librairie-là et ce sera dans ce fichier-là. Je vous montrerai après le fichier. Donc ça, c'est trois premières questions. La quatrième question, ce sera, il faudra essayer de faire un peu du tuning des fameux paramètres dont je parlais. Donc pour le modèle de régression, il n'y a pas de paramètres. Il n'y a rien à tuner, ça se run une fois, c'est comme ça. Enfin, c'est une régression linéaire, si on minimise la MSE, donc de toute façon, c'est comme ça. Enfin, ça se fait qu'une fois, il n'y a rien à faire. Pour le modèle de gradient boosting, comme c'est un modèle de machine learning, il a des paramètres. Donc il y a un peu des trucs qu'on peut tuner et il ne va pas apprendre de la même manière. On peut changer des paramètres, genre le learning rate, machin, le bidule. Et ça, vous verrez, en bidouillant ça, en chipotant ça, à la fin, il ne va pas apprendre pareil. Donc ça, l'idée, c'est d'essayer de voir un peu s'il n'y a pas moyen d'optimiser dans ce processus là, entre le learning set et le validation set, d'optimiser un peu ces paramètres et de trouver
un set de paramètres qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, vous ferez ça. Une fois que vous pensez que vous avez fait les bons paramètres, OK. Il y a une fonction, un fichier qui s'appelle Score Comparison, qui vous permettra, en le runant, basé sur les prédictions que vous aurez faites de vos modèles, de faire un plot de vos scores. Ce que j'ai montré, la LNME et l'NRMSE, ça vous fera ça tout seul. Ça vous permettra de comparer les modèles. OK. Donc là, on est toujours sur la même paire de learning et validation setting, toujours dans la première partie. Dans cette fonction-là, j'ai mis un paramètre dans le code qui permettra de construire d'autres paires. C'est-à-dire qu'on changera, ce sera plus le même, enfin, sur le même jeu de données, on va plus sélectionner les mêmes parties de données pour apprendre et se valider. Donc, une fois que vous avez choisi les hyperparamètres, il faudra changer un truc et vous verrez les scores. C'est là, on passe sur le testing set. Ce ne sera pas les mêmes testing sets et vous verrez que ça va changer les scores. Donc là, c'est ce que j'ai mis là. You cannot change the JPA hyperparameter. Là, faut plus y toucher, quoi. Une fois que vous les avez gardés, il ne faut plus y toucher quand vous passez à cette étape-là. Parce que sinon, c'est plus un testing set. Mais c'est un peu c'est une fonction que j'ai créée où ça fait un peu comme le K-cross validation. Ça peut permettre de créer des nouveaux testing sets. Puis à la fin, vous discutez les différentes méthodes d'évaluation. Vous en avez vu deux dans le cours, donc c'est pas bien compliqué. Vous savez de quoi je parle. Notre partie de devoir, ce sera sur les quantitative forecasts. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire parce qu'on n'a pas fait le cours, mais je vous le présente quand même. Vous implémenterez un modèle de gradient boosting, donc le même modèle qui est utilisé pour les point forecasts. En fait, celui-là, il peut faire aussi des quantitative forecasts. Il y a moyen de le faire. Donc, vous changerez la fonction de perte. Vous regardez la librairie, il y a une manière de le faire assez facilement. Même process, il faut du coup essayer de trouver les bons hyperparamètres, vous chicotez jusqu'à trouver les bons hyperparamètres, parce que du coup, c'est plus le même modèle. Il fait des quantitative forecasts, donc c'est plus le même modèle. Même s'il s'appelle pareil, à la fin, il ne fait pas tout à fait le même. Une fois que vous avez trouvé les bons, pareil, vous pouvez comparer les scores. Et à la fin, même process, qu'est-ce qui se passe quand on passe sur un testing set et qu'on change de testing set. Okay. Donc ça, c'est pour la partie vraiment question. Et en termes de règles, je crois que vous avez déjà des groupes, de ce que j'ai compris. Gardez les groupes. Okay. Quand vous ferez votre rapport, donc oui, pas besoin de me faire un truc de dingue, 5 pages max, c'est OK. Pas besoin de m'écrire une librairie entière de trucs. Vous faites les questions, vous répondez aux questions, 2-3 graphiques, 2-3 tableaux, ça me va très bien. Et quand vous soumettrez votre rapport, mettez bien vos noms, les groupes là sur la première page. Que je vois bien tout de suite c'est quel groupe avec qui dedans, quoi. Et dans le nom du fichier aussi, peut-être de mettre au moins les 3 noms ou 2 noms. Je sais pas, vous avez groupe de 2 ou 3 2. Et 2. 2 ou 2. Ça, c'est comme les guides Covid, ça. Et du coup, de bien mettre les noms dedans, alors avec des tirets, par exemple, Jean-Pierre, Dupont, Jeanne d'Arc. Donc, OK, petit rapport. Et vous pouvez soumettre votre code. Alors, je sais pas comment vous faites, c'est pas sur les campus que vous utilisez ou pas? Enfin, vous le mettez tout sur les campus. Ça me va bien. C'est OK pour les consignes. Après, je vous montre le code de GitHub. Ouais. C'est enregistré, vous aurez la vidéo pour la revoir. C'est l'avantage aussi de pouvoir enregistrer. OK. Alors, c'est sur mon GitHub, pas celui de Bertrand, mais il y a le lien sur le GitHub de Bertrand, ça vous redirige là. Donc, vous arrivez sur la page, blabla, machin, nanana. Donc là, il y a les PDF, bidule. Donc ça, c'est le PDF que je viens de vous montrer. Et donc, je mets the Python code to download is machin. Donc, vous remontez en haut, il y a ce répertoire, assignment files. Vous allez dedans. En fait, il y a tous les codes, tous les fichiers Python dont je vous ai parlé. Et il y a un répertoire data. Donc, ce que vous faites, non, pas delete, surtout pas. C'est de le télécharger. Alors, comment on télécharge ça? Alors, il faut aller à la racine en haut, code. Voilà, download zip. Faites download zip, ça va vous télécharger tout le dépôt. Alors, en fait, vous en foutez de figures et PDF et readme, mais à la fin, vous aurez ce répertoire-là. Et comme ça, vous aurez sur votre ordinateur directement tout le code avec le dossier data. Le dossier data, en fait, vous n'aurez jamais besoin d'y toucher, puisque c'est les données historiques de la production, le jeu de données dont je vous ai parlé, avec les données météo, qui sont dans des fichiers CSV. Et ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher, parce que, en fait, les fonctions qui sont là vont aller chercher directement dedans. J'ai déjà préconstruit les fonctions Python. Donc, par exemple, si je vais dans persistance modèle, le premier que vous avez à bidouiller, chipoter, le code est déjà plus ou moins écrit, voilà, il y a des imports de fonctions, et en fait, vous voyez que ça importe déjà des pré-fonctions construites.
Le but pour moi de ce devoir, c'est pas que vous codiez en Python pour coder en Python, c'est juste de faire l'interprétation et de répondre aux questions. Donc en fait, j'ai simplifié toutes les étapes. Et vous avez vraiment que quelques petites modifications à faire dans le code. Donc là, par exemple, j'ai fixé des paramètres, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Donc là, le validation set, il fait 15 jours. Je l'ai fixé à 15 jours. En fait, on pourrait le mettre à 30 ou 40, mais je ne vous demande pas de le changer, donc je ne sais pas ça. Ça, c'est une fonction process DAD data qui va chercher les données dans le répertoire, qui processe, machin, et ça vous crée d'une part les prévisions météo et les observations, pas besoin d'y toucher. Cette fonction-là, c'est celle qui va construire de manière aléatoire dans les données le learning set et le validation set. Vous n'avez pas à y toucher, ça vous fait tout seul. Il n'y a rien à faire. Par contre, là, il y a le paramètre random state. C'est celui-là qu'il faudra bidouiller dans une des questions. C'est-à-dire que là, il est fixé à 0, ne le changez pas tant que vous n'êtes pas arrivé à la question, sinon vous n'aurez pas la même paire. Mais si vous mettez 1, ça va construire une nouvelle paire de learning set et de validation set automatiquement. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé à la question dont ça parle de ça, ne touchez surtout pas à ça. Et donc là, on arrive à votre partie, fix me, start of the student part. Donc c'est là où vous implémentez le modèle. Donc là, c'est pour le modèle naïf. Donc D-1 égale D. Là, il faudra faire une petite bidouille informatique. Pour là, vous avez les données qui sont là. Tout arrive dans des data frames, des pandas data frames, et il faudra vous arranger pour décaler d'un jour. Voilà. Donc ça, vous faites ça ici. Et à la fin, vous n'avez rien à faire. C'est des fonctions qui vont, d'une part, sauvegarder les prédictions sous forme de CSV. Et ici, vous avez des fonctions qui permettent de calculer les scores. Donc, je ne vous demande pas d'implémenter ça. Donc, les métriques que je vous ai montrées, là, MAE, RMSE, machin, c'est fait par ça. Il n'y a pas besoin d'y toucher, ça fait tout automatiquement. Et à la fin, même, ça vous upload les scores. Voilà. Donc, si vous faites bien votre boulot là, à savoir juste implémenter la partie modèle, normalement, tout le reste doit tourner. Donc, s'il y a des erreurs, c'est qu'il y a eu un problème là. Okay. Donc, ça, c'est pour le modèle de persistance. Donc, maintenant, si je prends le modèle de régression linéaire, à chaque fois, il y a un fichier Python par nouveau modèle. Hein. Chaque fois, la structure est la même, en fait. J'ai dupliqué tous les modèles, c'est tout pareil. Et à chaque fois, on arrive dans la partie qui vous intéresse à vous, c'est la partie qui est fix me. C'est là où il y a marqué début, fin, c'est là que vous implémentez votre modèle. Mais tout ce qui est avant et tout ce qui est après, n'y touchez pas. C'est tout fait pour vous que ça fonctionne. Et donc là, par exemple, ici, c'est la question, il faudra implémenter le modèle de régression linéaire. Ben là, il faudra faire quelque chose. Il faudra importer probablement le modèle de la librairie. Et j'ai mis, attention avant ici, scale the input. Ensuite, implement the model, fit it, ça veut dire entraînez-le, and reshape prediction. Là, j'ai mis warning, prediction must be of shape, blablabla, reshape the prediction. C'est-à-dire que probablement, quand vous allez utiliser le modèle de la librairie, il va vous sortir un tableau, il ne sera peut-être pas dans la bonne configuration, il faudra reshape, ça veut dire le remettre dans la bonne dimension. Et là, je vous ai donné le shape qu'il y a à avoir, ça veut dire le nombre de lignes doit être égal au nombre de jours du validation set, donc là c'est 15, et le nombre de colonnes, c'est le nombre de points qu'on prédit. Et ici, donc c'est 96. Mais comme on fait du PV la nuit, on s'en fout. Donc j'ai retiré les quarts d'heure qui tombaient la nuit. C'est pour ça qu'ici, il y a les paramètres K1, K2, 11 et 80, c'est-à-dire de 0 à 10, on ne les prend pas. Et après 80, on ne les prend pas parce que c'est des quarts d'heure qui sont la nuit. Donc le nombre de points en vrai qu'on prédit, ce n'est pas 96, mais c'est peut-être 70, je ne me souviens plus. Quoi. Et donc ça veut dire que votre prédiction ça doit être un tableau. D'un coup, votre modèle, il va vous prédire pour les 15 jours, validation set, vous avez un tableau, 15 lignes, je passe 7 ans de colonnes, il y aura des points pour tout. Quoi. Et quand le modèle il va vous prédire ça, peut-être qu'il va vous le foutre dans l'autre sens. Quoi. Oui, le tableau il sera dans l'autre sens, donc il y a une petite manip à faire pour lui remettre ça bien. Et c'est parce que si vous ne faites pas ça bien, moi, toutes mes fonctions derrière qui calculent mes scores, elles supposent que le tableau il a une certaine forme. En fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis warning, prediction must be of shape, blablabla, reshape the prediction. Donc ça en Python, il y a moyen vite fait de voir ici, vous ferez votre étape, regardez le shape du tableau. Quoi. S'il n'est pas bon, ça fout le bordel. Donc là, scale the input. Ça aussi, c'est important. J'en ai pas parlé durant la présentation, mais les modèles, en fait, de machine learning et compagnie, une bonne pratique, c'est quand on prend les données, c'est les redimensionner. Et il y a des fonctions qui vous font ça tout seul. Voilà. Et donc, il doit y avoir une fonction quelque part que j'avais construit. Elle est où?
Voilà. Donc, dans le fichier util, c'est là où ça importe toutes les fonctions. Vous n'avez pas besoin d'y toucher. Il y a une fonction qui s'appelle scale data. Donc, a priori, il suffit de lui donner les données en entrée et en retour, il vous donne les données normalisées. Donc, ça veut dire que si on vient au fichier qui nous intéresse, ici, scale data, il suffit d'importer la fonction, lui donner les données. En sortie, les données, elles sont redimensionnées. Après, il suffit d'importer le modèle, vous donnez les modèles, vous entraînez le modèle est entraîné, et après, vous faire les prédictions sur le validation set. Mais n'oubliez pas que le modèle s'entraîne que sur le training set. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a deux data frames à chaque fois. Il y a 2 data frames pour les inputs. Les inputs, c'est les prévisions météo. Et il y a 2 data frames pour la cible, les observations. Donc, quand on entraîne un modèle, donc il y a le learning set, c'est-à-dire qu'on va utiliser les inputs du learning set et les observations du learning set. Et pour la prévision, vous utilisez juste les inputs du validation set, pas les observations, parce que les observations, c'est utilisé pour après le calcul des scores. OK ? Donc ça, c'est la logique pour le fichier de régression linéaire. Et la logique est exactement la même pour le modèle de gradient boosting. C'est tout pareil. Sauf que, alors moi je me suis pas trompé, ça c'est pour le quantile, pardon, on va d'abord passer sur le point, voilà. Sauf que la seule différence, c'est que ici, il faudra importer un autre modèle. Il ne faut pas importer le modèle de régression linéaire, il faut importer le modèle de gradient boosting. Mais le code est exactement le même. Il faudra scaler les inputs, entraîner le modèle et faire la prédiction. Okay. Et la logique, c'est tout pareil, quoi. Et je vous encourage à aller directement sur le site de Scikit-learn, in regression, vous avez une petite page qui explique tout comment l'utiliser. Quand on fait du code, il y a toujours la documentation qu'il faut lire et qui, en général, explique très bien en une page ou deux comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça? Pour parler de tuner les paramètres. Ouais. Pardon? Pour la partie 4, ouais. Tuner les GDF paramètres. Vraiment à la main. Ouais, en fait, vous verrez le modèle, comment il est fait. En entrée, il va prendre des petits paramètres. À vous de voir lesquels. Vous changez les valeurs. Ce sera pas très simple. Non, mais c'est pas grave. Okay. C'est déjà une première manière de commencer. Mais il y a des méthodes beaucoup plus compliquées, mais alors là, on passe sur un cours de machine learning. Ah. Et c'est pas le but. Là, on n'est pas dans un cours de machine learning. On est dans un cours de microgrid. Donc, moi, je ne veux pas vous faire un truc de dingue. Ouais. Non, c'est juste faites des essais, quoi. De manière assez logique, vous allez voir que si on change le truc de 0,1%, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, normalement, si on fait ça, même pas. Pour la partie tuning, oui. Sauf si votre ordinateur il met 5 heures à calculer, à s'entraîner, mais je pense que là, il y a un souci. Hein. Il n'y a pas 10 000 tonnes de données, donc normalement, ça devrait aller. J'aimerais bien retourner à l'écran qui s'est passé là. Mais voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il me fout, là? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Merde. Pardon. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce que je vous propose, moi, enfin, vous n'allez pas commencer le devoir tout de suite, puisque je pense que vous en devez en rendre un avant. Donc, à mon avis, vous n'allez pas vous y mettre tout de suite. Mais vous avez quand même la vidéo, comme ça, vous pouvez revenir voir. Ça vous sera vachement utile. Et quand vous commencerez le devoir, je vous encourage à faire le plus tôt possible une fois que vous avez rendu l'autre. Éventuellement, si vous avez des questions, profitez-en. Ne pas attendre fin décembre, parce que moi, fin décembre, je ne répondrai plus à des questions. Alors, si vous y prenez assez tôt, courant novembre, je peux très bien revenir une après-midi vite fait, là, un quart d'heure, 20 minutes, et on discute. Voilà, donc, je vous encourage, même si vous ne faites pas le devoir de manière propre, en répondant les questions une par une, de commencer à bidouiller avec le code assez rapidement une fois que vous avez rendu l'autre, pour commencer à comprendre comment ça marche si vous avez des questions, quoi. C'est ça que je vous encourage à faire au plus vite, quoi. Et on verra après en fonction de votre avancement. Mais moi, chaque année, j'ai jamais eu de problème. En général, ça paraît bizarre au début, mais vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et si je voulais vous poser une question, vous avez déjà fait du Python ou pas? Vous en avez fait dans les leçons d'avant, non? C'est ça? Ouais. Donc, dans les devoirs d'avant, ouais. Okay. Donc, vous allez voir, c'est pas bien sorcier dans le sens où le code est déjà écrit. Ce qui est juste différent. Salut Gilles.
Ici, c'est parfait, je termine. Je suis pas au courant, c'est pas grave. Du coup, il n'y a pas besoin vraiment de toucher en Python parce qu'en fait, c'est juste, il faut importer une librairie et en fait, c'est un peu plus utiliser du code que vous n'avez pas de trucs vraiment compliqués à faire. Je pense là, vous allez plus peut-être le galérer. Enfin, au tout début, ça va peut-être vous paraître bizarre d'importer la fonction, peut-être de bidouiller un peu et de bien reformater les données dans le bon sens parce que le tableau, à mon avis, les colonnes et les lignes vont, les colonnes et les lignes vont être inversées par rapport à ce que je demande pour la suite. Il faudra peut-être faire un recheck ou machin, quoi. Mais une fois que vous aurez compris ça, vous verrez, c'est hyper simple. Donc, au pire, on se prendra un quart d'heure, c'est vraiment galérer pour ça. Il n'y a pas de difficulté. Le devoir s'accentue vraiment sur l'interprétation des prévisions. Et vous avez des fonctions qui vous font des plots. Et si les forecasts, normalement, sont bien faites, vous allez voir directement si votre modèle il a fait n'importe quoi ou pas. Vous allez voir, ça fait ça, c'est qu'il y a un problème. OK? Bah, du coup, je dois arrêter.